Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Au bord du ring. Et aujourd'hui, pour mes amis québécois, vous allez très certainement reconnaître mon invité d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jérémy Prophet qui fait partie des Blacks québécois. Jérémy, comment tu vas aujourd'hui? Comme toujours, moi ça va excellent. Ça me fait plaisir d'être ici, de parler de la lutte, de parler avec un de mes bonnes amis. Tu sais, je sais pas si le monde sont au courant du fait que on est devenus quand même des bonnes amis ces temps-ci. On a fait plusieurs voyages ensemble, beaucoup de bonnes discussions et je pense que ça va être exactement ça aujourd'hui. Une autre belle discussion entre deux excellents lutteurs. Une nouvelle discussion parmi tant d'autres qu'on a déjà pu partager. D'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et je voulais d'abord te demander quelque chose de très simple pour commencer. Comment va la lutte en ce moment? Alors pour moi, la lutte va très bien. J'ai plusieurs championnats. Je viens de gagner Lutte Academy pour la deuxième fois, qui me permet d'avoir l'opportunité de lutter en Mexique et aussi au Japon. Donc, je suis toujours en train de grimper les échelons dans la lutte, d'essayer d'aller le plus loin possible, d'essayer de faire le plus d'argent, gagner le plus de notabilité, notoriety, et de faire mon nom et de laisser mon legacy dans la lutte. Ouais, et c'est vrai qu'on peut se permettre de le préciser parce que t'as quand même un gros palmarès dans la lutte au Québec. Et notamment cette victoire récente, comme tu l'as précisé, de Lutte Academy. Justement, on pourrait faire une petite parenthèse à ce niveau-là. Comment a été, on va dire, ton expérience de manière générale? J'imagine très bien, vu que tu as remporté cette compétition. Ouais, et c'est sûr que c'était pas facile. Quand même que j'aimerais vanter que c'était facile, j'étais clairement en haut de tout le monde. C'était pas le cas, c'était dur, c'était du travail. Parce que la Lutte Academy, c'est pas comme faire un combat de lutte où tu as juste la public à plaire. Là, c'est même pas le public qui compte, c'est les juges qui sont là. Donc, c'est subjectif. Et ça, c'est quelque chose que le monde réalise pas, c'est que la lutte, c'est pas vraiment un sport ou un art objectif. C'est tant mieux être un des meilleurs, un des plus en forme, un des plus charismatiques, super agile, crédible, mais ça se peut toujours qu'il y a du monde pour qui tu plais pas. Donc, Lutte Academy, c'est exactement ça. C'est subjectif. Ça veut pas dire parce qu'il y a un qui gagne, puis il y a un qui gagne pas, ou un qui passe, puis un qui passe pas, qu'un est meilleur que l'autre. Ça veut juste dire que dans les yeux de peut-être 2 ou 3 des juges, c'était le favori de ce soir-là. Comme moi, j'ai été chanceux de passer, puis plus ou moins avoir les votes presque tout le temps. J'étais pas unanime tout le temps, mais j'ai presque tout le temps, dans les 2 Lutte Academy que j'ai faites, eu la faveur des juges. Mais il y a certaines que c'était pas le cas, puis eux, ils ont pris ça vraiment mal. Puis moi, j'étais quelqu'un avec plus d'expérience dans la compétition, pour essayer de leur conseiller, pour essayer de leur dire, tu sais, ça veut pas dire que l'autre est meilleur que toi, ça veut juste dire que ce soir-là, dans l'opinion de ces 3 personnes-là, ces 2 ou 3, ils ont aimé la performance de l'autre et pas toi. Donc, c'est pas vraiment un mesure du talent du lutteur. Pour moi, honnêtement, c'est vraiment l'opinion des fans qui veut dire si quelqu'un était bon ou si une performance était bonne ou non. J'ai même pas besoin de regarder des combats pour savoir si les lutteurs ils ont bien performé ou non. Je peux écouter, puis entendre la réaction, puis entendre le heat, entendre le pop à la fin pour savoir que c'était un bon combat. Parce que c'est ça qui vaut plus dans la lutte. C'est sûr que certaines fois, il y a des lutteurs, ils vont aller faire des combats, puis pour eux, ça va être satisfaisant. Pour eux, ça va être un très bon combat. Eux, ils vont être super heureux. Mais ça se peut que les fans, ils n'ont pas vraiment aimé la performance. Donc, des fois, il y a des lutteurs qui luttent pour leur propre satisfaction, puis il y a des lutteurs qui luttent pour la satisfaction du public. Et des fois, il y a des lutteurs qui luttent pour la satisfaction des bookers, des promoteurs. On a plein de entities qu'on doit plaire en faisant ce sport de lutte, quelque chose qu'on a discuté plusieurs fois en faisant des road trips, que des fois, on était à la merci de plusieurs maîtres qu'on doit plaire.
en étant lutteur professionnel. Idéalement, on va dire que on va dire que le meilleur ce serait de plaire à tout le monde, enfin de lutter, d'être content de sa performance, de satisfaire les fans, mais aussi que le promoteur soit content de notre travail, ce qui va nous permettre aussi de continuer à avoir du travail dans sa promotion. Mais ça rejoint parfaitement dans ce que tu as dit, quoi. Ben parce qu'on ne sait jamais laquelle va ouvrir le plus de portes pour nous dans la lutte. Ça se peut qu'on fait un combat, puis peut-être le promoteur, il l'aime pas. Et il veut plus nous booker. Mais peut-être que les fans, ils l'ont aimé. Et peut-être qu'il y a des promoteurs qui sont assis dans la foule, qui sont comme « Wow, ça c'était très bon, moi je veux booker ça dans mon show. » Ou ça se peut que l'adversaire, peut-être il lutte dans des places où toi tu luttes pas. Puis il dit, tu sais, peu importe si le promoteur il l'a pas aimé, moi je l'ai aimé, puis moi j'aimerais faire ce même combat dans 2-3 autres places où toi tu luttes pas. Et ça t'ouvre des portes. La lutte, c'est drôle comme ça. Il y a certaines qui disent, tu sais, tu dois toujours faire ce que le promoteur te demande, c'est lui qui te paye, mais la lutte, c'est plus grand que ça. C'est des fois, tu dois aller avec tes instincts, puis faire ce qui est meilleur pour toi, puis pour ta carrière. Et des fois, c'est comme on dit en anglais, de go with your gut, de suivre tes instincts. Donc la lutte, c'est toujours truqué comme ça. Et il y a du monde, malheureusement, surtout des nouveaux dans la lutte, sont en train de vouloir plaire tout le monde. Puis, ils perdent l'essence de eux-mêmes, de soi, en essayant de plaire à tout le monde. Tu ne dois pas oublier ta propre plaisir. C'est pour ça qu'on devient lutteur. Donc, moi, je suis chanceux que je suis quelqu'un dans toute ma carrière. Je n'ai jamais perdu focus sur mon identité et mes objectifs. Et j'ai toujours mis mes objectifs en priorité, en essayant de plaire aux personnes qui me donnent l'opportunité de performer et de démontrer mes talents. Ouais, parce que c'est vrai que tu as abordé un bon point là-dessus, c'est vrai que parfois on peut aller dans un show de lutte et on peut remarquer que parfois il y a un promoteur qui a certains plans pour nous, mais que parfois on pourrait peut-être se rendre compte que ça ne correspond peut-être pas forcément à notre personnage ou par rapport au message qu'on voudrait délivrer. Et là, je pense que on peut avoir parfois des discussions avec les promoteurs et suggérer des idées sans forcément imposer quelque chose. Et je pense que c'est une bonne chose, ça, de ne pas... Allez, les promoteurs, parfois, ne savent pas tout forcément ce nous, on veut faire, quoi. C'est bien d'avoir une discussion à ce niveau-là, quoi. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'avoir cette discussion avant que le spectacle ait lieu. Comme ça, tu arrives, tu sais exactement les attentes du promoteur. Tu as déjà négocié ce que toi t'aimerais faire, ce que eux ils veulent faire. Tout le monde s'entend très bien. Et comme ça, tu n'as pas le stress de ne pas être sûr dans quoi je m'embarque. Quand même que ça fait partie de la fun de la lutte. Des fois, je sais que ça m'est arrivé souvent que j'ai un combat qui m'attend et peut-être mon adversaire il se blesse ou il annule le booking. Donc, ils sont en train d'essayer de trouver une autre idée. Donc, moi, j'embarque dans l'inconnu. Et des fois, c'est fun. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui stresse dans la lutte. Moi, je suis ultimement confiant dans mes habiletés. J'ai déjà fait de l'improvisation comme sport. Donc, moi, ça ne me dérange pas quand les plans ils changent. Je suis capable d'adapter. Je pense qu'un des forces de Jeremy Prophet, si vous n'avez jamais vu un de mes combats, c'est que j'adapte à toutes sortes d'adversaires. Peu importe leur gabarit, peu importe leur expérience, peu importe leur style de lutte, moi, je suis celui qui peut tout faire. Il n'y a rien que je ne peux pas faire dans la lutte. Je suis très adaptable. Je m'adapte à tous mes adversaires et je prends fierté dans ça. Ouais, exactement. L'adaptation, c'est vraiment un des mots qui est le plus, je pense, fidèle, on va dire, à la lutte. Parce qu'on peut tomber, comme tu l'as dit justement, on peut tomber sur tout un tas de gabarits différents, de personnes expérimentées différentes. Tu as des personnes qui auront beaucoup d'expérience, tu as des personnes qui auront moins d'expérience. Et là, justement, c'est bien de pouvoir s'adapter. Et je parlais de promoteur, et justement, j'ai envie de te parler de ça. Enfin, promoteur plus fédération. Toi, quand tu, par exemple, quand tu veux aller dans une promotion, est-ce que tu as des choses que tu recherches en particulier de la promotion ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire plus que
qu'autre chose dans une autre fédération, par exemple. Ben, Je ne sais pas si ça a bien été formulé, ma question. Je viens de non, réaliser, je comprends. mais Je comprends ce que tu veux dire. Puis ça aide aussi que c'est peut-être pas la première fois qu'on a ce genre de discussion. Ouais, c'est fort probable qu'on reparle peut-être de choses qu'on a Ouais. déjà parlé en privé, mais Mais moi, on y va avec moi la j'aime foule. ça parce que moi, quand je fais mon podcast, quand je fais Jofo in the Ring, j'aime parler avec d'autres mondes puis poser des questions qui sont utiles à ma propre carrière. Donc, je vois un peu ça en avoir vu quelques-uns de tes émissions, que c'est un peu la même chose. Et c'est très bon pour toi en tant que lutteur et aussi pour les autres lutteurs qui vont regarder ça aussi. Donc, moi, je donne mon avis sur qu'est-ce qui m'attire vers certaines fédérations, puis qu'est-ce qui est important pour moi. Et pour moi, c'est est-ce que cette place-là va m'amener plus loin dans ma carrière? Et est-ce qu'ils sont prêts à investir en moi? Parce que c'est sûr que si on fait un spectacle de lutte samedi, il y a plein de promotions de lutte qui font des spectacles les samedis. Donc, moi, je dois être vraiment picky. Je dois vraiment choisir les meilleurs parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Certaines, il y a beaucoup d'argent. Mais il y a des places qui vont offrir beaucoup d'argent avec zéro exposure. Donc, c'est ton travail, ton main-d'œuvre, tu le fais sans que personne le voie. Même si ça met beaucoup d'argent dans ta poche. Il y a d'autres places, peut-être qu'ils n'ont pas le même budget, mais ils ont une grande visibilité. Ou peut-être qu'ils ont du monde dans leur roster qui ont beaucoup de fans, qui ont des bons suivis, qui ont des followers. Donc, si je fais un match contre un de ces personnes-là, ça va m'amener plus de popularité, plus de fans. Moi, j'aime l'exemple dans le monde, dans les sports de combat. Quand tu as un combattant super populaire, comme un Conor McGregor, qui est super populaire, même que sa popularité dépasse son talent de combattant par beaucoup. Juste mon opinion à moi. Si quelqu'un se bat contre Conor, puis il gagne, il est capable de battre Conor, là, il va non seulement prendre un peu de sa crédibilité, ou prendre beaucoup de crédibilité, il va prendre ses fans aussi. Donc, moi, c'est un peu mon but aussi. C'est pour ça que je veux lutter contre les meilleurs. Parce que peu importe que tu te vantes d'un podcast ou d'un show de lutte, si le monde ne voit pas les preuves en te voyant dans le ring, luttant contre quelqu'un que eux, ils ont la perception de voir que c'est un des meilleurs, ils vont pas te valoriser à ta juste valeur. Comme moi, je vois plein de lutteurs, des très bons lutteurs, les meilleurs au monde, les Kenny Omega, les Will Ospreay, les Speedball Mike Bailey, tout ça. Puis moi, je veux lutter contre eux pour montrer que moi aussi, je suis parmi eux. Parce que tant que le monde ne me voit pas dans le ring contre eux, ils vont juste dire « Ah, c'est juste quelqu'un qui a une grande gueule. » Peu importe le travail que tu fais, tu dois mettre ton talent en jeu. Tu dois mettre ton argent sur la table. Puis moi, je suis toujours prêt à faire ça. Et c'est pour ça que, pour moi, une place qui va me permettre de lutter contre les supposés meilleurs, puis prouver que moi, je suis meilleur qu'eux, ça m'attire. C'est intéressant ce que tu dis parce que parfois, c'est vrai qu'on parle souvent du choix entre, oui, certaines fédérations qui payent plus, mais qui a moins d'exposition, et puis l'inverse, plus d'exposition, moins d'argent. Et dans ce cas-là, je pense que c'est un choix à faire. Ça va dépendre de chaque lutteur, j'imagine, mais je pense que ça peut être intéressant aussi parfois de, on va peut-être prendre un petit peu moins, mais je vais avoir peut-être une belle opportunité d'être mis en avant et d'affronter quelqu'un qui est bien reconnu dans le circuit. Et ça d'ailleurs, je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de lutteurs, si jamais il y a des lutteurs qui vont regarder ce podcast. Le choix entre l'exposition ou l'argent, c'est quoi votre choix? Mettez-le en commentaire si jamais vous passez par là. Ouais. Mais, si je peux ajouter à ça. Ouais, vas-y. Comme j'avais déjà dit, il y a certaines places qui vont te donner plus d'argent. Et sans avoir la visibilité, moi, je trouve que c'est vraiment inutile. Moi, je veux pas être comme on dit en anglais, on dit a big fish in a small pond. C'est un gros poisson dans une petite lac. Moi, je sais que je suis un requin. Moi, je m'en vais dans d'autres provinces et je fais des finales. Je gagne des championnats. Je suis capable de convaincre les promoteurs
qui devrait investir en moi à place du gars local que tu peux lui donner 20$, puis le faire gagner, puis c'est lui ton champion, puis la face de ta compagnie. C'est dur à faire, mais tu dois être vraiment bon, tu dois avoir confiance en toi, que tu n'es pas en train de vendre quelque chose qui n'est pas crédible. Donc pour moi, c'est ça. Je sais que dans l'océan de la lutte, je suis un des plus gros requins. Je mettrais mon talent contre du monde n'importe où. Même si tu as des amis en Europe, en Belge, je serais très content d'aller là-bas et montrer que je suis exactement ce que je dis que je suis. Jamais je dirais que je suis plus que je suis, parce que je dis toujours la vérité. Ben, j'aime démontrer que je suis exactement ce que je dis. Et pour moi, ça, c'est ma marque de commerce. J'aime que la perception est... Il ne peut pas être aussi bon qu'il dit. J'aime que c'est ça l'attente. L'attente, c'est on veut le voir échouer. On veut le voir lutter contre lui puis être capable de dire « Wow, il n'est pas aussi bon, il a juste une grande gueule. » J'aime que c'est ça l'attente. J'aime mettre la barre haut. Parce que là, c'est plus satisfaisant quand le monde sont comme « Wow, je m'attendais vraiment que tu sois pas aussi bon que ça. » Puis vraiment, tu étais exactement ce que tu as dit. Je ne veux même pas dépasser les attentes parce que je mets la barre haut et comme on dit en anglais, I deliver. Je livre la marchandise. Je ne suis pas seulement un bon vendeur, je suis celui qui livre la marchandise direct à ta porte. Ouais, j'imagine que tu as déjà dû être confronté à ça, à des gens qui se disaient ouais, il se surestime, il dit qu'il est bon, mais en fait il livre pas la marchandise, et au final, est-ce que tu as déjà pu recroiser ces gens-là plus tard et leur dire ben, finalement, ou bien regarde ce que je fais dans le ring, Ben, et puis à chaque fin de semaine. À chaque fin de semaine. Il y a du monde qui me voit pour la première fois, puis il connaît mon histoire, il connaît le hype. Et c'est toujours la même histoire. C'est comme, wow, on s'attendait que tu sois moyen. Et là, c'est comme, wow, t'es exactement ce qu'on attendait. Et moi, ça ne me gêne pas. Moi, quand j'entends parler, quand j'entends le hype de quelqu'un, que ça soit local, que ça soit national, une autre province, je veux l'affronter. Parce que pour moi, c'est comme, OK, tu peux te penser bon. Les fans peuvent penser que tu es bon. Mais tant que moi, je ne vois pas la preuve moi-même dans un combat, ça ne veut rien dire. Parce que j'en ai vu plein qui sont plus hype que réalité. Moi, je suis l'inverse. Moi, je suis réalité avec pas beaucoup de hype. Mais je suis capable de créer mon propre hype et je suis capable de livrer. Personnellement, moi, je trouve qu'un lutteur, sa job, les choses qui sont dans son contrôle, c'est son apparence, la façon qu'il parle, son promo, puis la qualité de ses combats. Ces trois choses-là. Le reste, c'est dans la main des bookers, du monde qui contrôle ça. Donc, moi, j'essaie juste d'être le meilleur dans ce qui est dans mon contrôle. Et si je mets mes atouts, donc n'importe qui dans le monde, à date, j'ai pas vu quelqu'un qui fait tout ce que je fais à la même niveau de proficiency que moi. C'est juste ça. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose mieux que moi, sont plus agiles, sont plus bâtis, sont des meilleurs parleurs, sont meilleurs à vendre des... OK, peut-être ils ont ça sur moi. Mais si on regarde le paquet au complet, pas mal sûr que j'ai au moins 2 ou 3 choses que moi je fais mieux qu'eux. Et ça, c'est tout le monde dans le monde de la lutte, du gars qui lutte dans un backyard, dans un sous-sol d'église, jusqu'à Cody Rhodes. Ouais, non, exactement, là, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je viens de repenser au fait qu'on a évoqué le fait que tu partais, je sais pas pourquoi je repense à ça, mais j'avais envie d'aborder ça. Quand tu avais gagné Lutte Academy, que tu pars au Mexique et au Japon, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets de voyage à part cela? Est-ce que tu as déjà... Parce que je pense que je t'ai jamais posé la question, mais est-ce que tu as déjà eu des projets de voyage en Europe pour aller lutter? La seule fois que j'ai été approché pour faire Europe, c'était juste avant COVID. C'était pour une compagnie qui s'appelle World Pro Wrestling en Angleterre. Ah, ok. Puis, on était en discussion. Ils m'ont fait un offre. On parlait de l'avion, le permis de travail, tout ça. Et malheureusement, deux mois après, il y avait le COVID, il y avait le lockdown, et on ne s'est jamais repris. Malgré le fait que j'ai parlé avec le promoteur, quand même, quelques fois, on parle comme 2-3 fois par année. Puis depuis ce temps-là, il a peut-être fait un show.
C'est dommage, j'ai pas eu cette opportunité-là, mais j'aimerais aller lutter en Europe. J'ai déjà été en Europe comme touriste. J'ai vu plein de pays en Europe. Mais non, j'ai pas eu l'opportunité d'aller là-bas, mais j'aimerais montrer c'est quoi Jeremy Prophet, l'expérience Jeremy Prophet, parce que c'est plus qu'un combat de lutte. Il me surnomme le match of the night dans certaines fédérations, mais c'est plus qu'un combat. C'est une expérience. Est-ce que tu aurais un pays en particulier que tu aimerais aller lutter? Oui, plein de pays. Plein. Ouais. L'Angleterre, parce que ça, c'était celui qui était le plus proche. C'est sûr que les pays francophones, comme la France, le Belge, ça m'intéresse beaucoup. Pour la culture autant que pour la lutte. C'est ces pays-là qui m'intéressent beaucoup. À part ça, tu sais, la lutte en Allemagne, il y a des bonnes fédérations là-bas. Même, j'ai eu la chance de lutter contre un très bon lutteur de l'Espagne, qui me parlait un peu de la lutte en Espagne. Donc, ça, c'était intéressant aussi. Mais ouais, c'est ça. J'aimerais ajouter Europe à mon parcours, à mon histoire de pays où j'ai lutté. Ainsi que Japon et Mexique qui s'en viennent. Ça, là, le Japon et le Mexique, c'est quand tu pars alors au juste? Je vais savoir d'ici une semaine. Parce que c'est Jacques Rougeau et sa compétition. C'est tout grâce à Jacques Rougeau. Jacques il a été très bon à organiser la compétition Lutte Academy. J'ai déjà eu mon argent, le 10 000 que j'ai gagné. J'ai déjà eu ça. Puis pour Mexique, on attend encore parce qu'il y a eu des changements un petit peu. La compagnie où on était supposé d'aller lutter, Big Lucha, ils ont fermé, mais ils ont dit qu'ils vont honorer l'engagement qu'il y avait pour nous, pour les 4 gagnants. Et pour le Japon, c'est Sonny Ono, qui était l'ancien manager à la WCW, qui a mis ensemble la relation entre Lutte Academy et Kyushu Pro au Japon. Et Jacques, il est supposé d'avoir une rencontre avec dans une semaine. Ils sont dans un Comic-Con ensemble à Amsterdam et aussi en Angleterre. Donc ça s'en vient dans une semaine et on va avoir la confirmation, mais ça va être cette année, ça va être en 2025. Énorme opportunité, le Mexique et le Japon. Sur le CV, c'est très bien sur un CV de lutteur quand tu as le Mexique et le Japon. Absolument. Et non seulement ça, mais idéalement, j'aimerais aller là-bas puis lutter pour plusieurs fédérations si ça va être permis. Parce que c'est sûr que si je descends pour Kyushu Pro, c'est eux qui vont prendre soin des documents, du permis de travail. Donc, je pense que c'est eux qui doivent donner la permission pour que j'aille lutter pour d'autres fédérations. Mais c'est supposé être une semaine. Moi, j'aimerais rester là même plus longtemps, si c'est possible. Ouais. Il y aurait peut-être moyen. Après, je sais pas si toi, admettons, tu veux rester là pour des touristes ou des vacances en plus. Je sais pas si ça pourrait le permettre au niveau des documents. Ouais, c'est à voir. Mais je te le souhaite en tout cas, si jamais tu as le choix de rester plus longtemps et si tu as l'opportunité de lutter dans plusieurs fédérations, que ce soit Japon et plusieurs fédérations différentes au Japon et au Mexique. Je pense que ça ne peut que être bénéfique à ce niveau-là. Ouais. Ben, c'est sûr que, comme j'ai dit, même l'Europe, ça m'intéresse. Et on ne sait jamais. Des fois, tu fais un combat quelque part, puis on ne sait jamais qui regarde. Et on fait un podcast des fois, et on ne sait jamais qui regarde. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder en ce moment, qui est peut-être un de tes amis de Belge, qui vont dire « Wow, OK, Jérémy, il se passe très bon. Je suis prêt à accepter son défi. » Et c'est vraiment ça, c'est un défi. Fais l'investissement, amène-moi là-bas, tu ne vas pas être déçu. Si je pourrais faire un money back guarantee, je le ferais parce que je suis aussi confiant dans mes habiletés. Mais on ne sait jamais, mais j'ai toujours, je suis toujours positif et je pense comme ça. Même si je fais un spectacle, comme si je peux partager ça avec tes fans, c'est très surprenant dans la lutte les choses que tu fais qui ouvrent des portes inattendues. Comme moi, j'ai fait un combat de lutte à la XZW. C'est une très bonne fédération à Sorel, ici au Québec. C'était dans une tente à l'extérieur d'un bar.
il y avait peut-être 120 personnes. Et parmi ces 120 personnes, il y avait un promoteur de Vancouver qui était là. Il était juste en ville. Il a entendu qu'il y avait un spectacle de lutte. Il connaissait personne, à part peut-être Mike Bailey, qui luttait dans le spectacle. J'ai fait un très bon combat, moi et Carl Jepson, contre Kevin Beru et Sean Mason. Puis le lendemain, il nous a contactés, puis il a dit je vous ai vu hier, je suis promoteur à Vancouver, je veux que vous venez lutter pour moi dans peut-être 1 ou 2 shows. Et ça fait 3 fois que je suis allé à cause de ça, à cause d'une petite show devant 120 personnes dans un bar. C'est vrai que des fois, ça peut partir de rien. Et c'est dans ce genre de show-là qu'on aurait tendance à penser, à se dire, ouais, ça m'étonnerait qu'il y ait des promoteurs qui viennent voir des petits shows comme ça, mais parfois on pourrait être surpris, comme justement ça t'est arrivé. Et c'est pour ça que il faut toujours se donner à 100%, quel que soit le type de show dans lequel on participe. Que ce soit un show avec 1000 personnes ou un show avec 50 personnes, ce qui peut arriver dans le circuit indépendant. On ne sait jamais qui peut regarder le spectacle. Oui, il y a toujours des opportunités. Avant que... c'est dur à dire parce que ce qui est arrivé, mais avant les accusations contre Vince McMahon, ce que je disais souvent aux lutteurs, c'était on doit tous lutter comme si Vince McMahon y était dans le foot. Là peut-être on peut dire Tony Khan ou Triple H à la place, vu les accusations. Mais c'est ça que je disais aux lutteurs. Peu importe si le combat est filmé, ça va être sur Internet, on ne sait jamais qui regarde. Donc on doit lutter comme si le monde avec le plus de pouvoir dans le monde de lutte sont en train de regarder. Ouais, totalement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, si jamais, par le plus grand des hasards, un promoteur européen passerait par là, je peux certifier que ce n'est pas uniquement des paroles, mais Jeremy est très bon dans le ring et que ce sera un très bon investissement dans un show si jamais vous recherchez un bon talent. Merci pour la pub. Et je vais faire une transition sur le produit en ce moment. Enfin, je me demandais si tu regardais un petit peu ce qui se faisait aujourd'hui un petit peu dans les grosses fédérations. Si tu consommais, je veux dire, de la lutte de manière générale, toi. Moi, je consomme la lutte des grosses ligues, des grosses promotions toute ma vie. Encore aujourd'hui, comme quand j'avais 5 ans, puis quand j'ai découvert la lutte pour la première fois, j'ai jamais arrêté. J'étudie la lutte. Puis c'est ça, je regarde à chaque semaine. Je regarde Raw, SmackDown, AEW, TNA. J'essaie de regarder la lutte indépendante aussi. Je dois regarder ma compétition. Je dois savoir ce que le monde sont en train de faire pour être capable de voir comment je peux faire des choses d'une manière unique. Parce que dans la lutte, tu dois être unique. Si tu es comme tout le monde, tu n'as pas de valeur. Ils ont déjà du monde comme toi. Moi, je me suis toujours dit, pour te faire engager par les grosses ligues, tu dois amener quelque chose de différent. Parce que sinon, ils vont dire, oh, on a déjà du monde comme toi. On a déjà du monde qui font des moves comme toi, qui parlent comme toi, qui ont ta shape, là, qui ont ta couleur, qui ont tes cheveux. Donc, c'est important, je trouve, que pour les lutteurs de regarder la lutte professionnelle au plus gros niveau, les ligues où tu peux gagner ta vie, où tu peux gagner le reste de ta vie dans quelques années, pour savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, et qu'est-ce que tu peux leur offrir. Et moi, j'ai déjà fait face à John Laurinaitis, qui m'a dit, hey, tu sais, j'ai déjà Kofi Kingston, tu sais, j'ai du monde comme toi. Qu'est-ce que toi, t'as quoi de spécial pour que je remplace Kofi Kingston avec toi? Et j'étais prête pour cette question-là. Ouais, c'est vrai qu'il faut être prêt à répondre à chaque question. Absolument. Et des fois, ça peut être des questions pièges que tu pourrais dire, ah, ok, j'ai pas, il faut préparer la réponse, quoi. Ouais. Et tu dois être confiant, parce que c'est comme si tu vas pour n'importe quel travail. C'est pas comme si tu vas aller là, puis c'est comme, est-ce que tu peux m'engager, s'il vous plaît? C'est comme, non, non. Moi, j'amènerais ça à ta compagnie. J'ai quelque chose à offrir. J'ai quelque chose d'unique que tu n'as pas. Donc, c'est sûr que, vu que vous avez une manque ici, je peux remplir ça pour vous. Ouais, il faut savoir se vendre, au final, c'est ouais. ça. Il faut être aussi un bon vendeur. Vendre et livrer.
Et livrer. Ouais, voilà. Ne pas seulement parler, mais aussi performer derrière. Ouais, mais pour vrai, dans la lutte, vendre, c'est plus important. C'est Ouais. même tu sais, les meilleurs lutteurs, c'est pas nécessairement leur lutte. Sont capables de vendre, sont capables de faire acheter des billets aux fans. Même si le combat, c'est de la merde. Ils ont déjà l'argent. Ils ont fait l'argent pour la compagnie. Peut-être qu'ils vont pas en faire une deuxième fois, mais ils ont fait de l'argent. Ben, un bon exemple qu'on pourrait en tirer, allez, là, je vais aller vraiment dans les grosses promotions comme la WWE. John Cena n'a jamais été forcément le meilleur des lutteurs, techniquement, on va dire. Mais en termes d'argent et de merchandising, c'est un vendeur incroyable. Ouais. Et toujours aujourd'hui. Surtout pour sa tournée d'adieu ici, il va encore faire certainement vendre beaucoup de tickets. Et c'est ça aussi, un lutteur qui va pouvoir faire vendre des tickets, c'est aussi souvent les lutteurs qu'on met en avant. Ouais. Dans la lutte, pour moi, je trouve que vendre, c'est la chose la plus importante. Si tu es capable de faire dire à quelqu'un, que quelqu'un se dit, tu sais, je dois pas manquer ce combat-là. Que ça soit WrestleMania, que ça soit Raw, si tu as l'habilité de faire quelque chose, puis la public va dire, je peux pas manquer ça. Hey, peut-être qu'il y a un gros match de football à soir, mais je dois regarder la lutte. Ou, oh, peut-être qu'il y a le Super Bowl, mais je dois regarder la lutte. Je vais mettre ça sur DVR, puis je vais regarder la lutte. Ça, c'est un bon vendeur. De pouvoir captiver les gens, ça c'est Ouais. vraiment une chose très importante. Puis je trouve que dans la lutte indépendante, pour moi, les promoteurs, ils utilisent pas ça autant qu'ils pourraient. Parce que moi, je trouve que je suis très bon vendeur. Et souvent, il y a des spectacles où j'arrive, c'est OK, lutte. Et c'est tout. Fais un bon combat. Et moi, je trouve que ça me limite. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas un meilleur au micro. Surtout en anglais, il n'y a pas un qui me touche au micro. Peut-être dans tout le Canada. Et le défi est lancé, tout le monde est bienvenu. Mais souvent, j'ai des shows de lutte. Et tout ce que je fais, c'est lutte. Et je trouve que c'est un manque de utiliser tous mes outils que j'ai de disponibles. Et je trouve ça dommage. Moi, je trouve que je devrais parler à toutes les choses là. C'est comme, je regarde des gars comme MJF à AEW. Et MJF, si tu enlèves le micro, il est presque inutile. Le monde veut l'entendre parler. Et moi, pour moi, c'est comme la même chose. Pourquoi tu ne donnerais pas un micro à chaque spectacle? Parce que je pourrais facilement vendre le prochain spectacle. Je pourrais vraiment divertir la foule en termes de trash talk, de parler d'une façon avec émotion, d'avoir une réaction émotionnelle de la foule. Je trouve que je suis très bon là-dedans. Mais malheureusement, parce que ma lutte est tellement forte, l'expression en anglais qu'on utilise, c'est pigeonhole. C'est un peu comme stéréotype. Fais tes bons combats parce que tu fais des très bons combats. Tes combats sont meilleurs que tout le monde. Fais ça. Non, mais mes promos sont meilleurs aussi. Utilise tous mes atouts. Je veux être le meilleur dans la promo, le meilleur dans la lutte, dans tout. Malheureusement, quand tu es bon dans un, il ne veut pas que tu fasses les deux. Concernant les promos, est-ce que il y a quelqu'un, un lutteur, ou peut-être même en dehors de la lutte, quelqu'un qui t'a inspiré ou bien qui t'a aidé à développer un petit peu ce côté promo, ou bien c'est vraiment quelque chose que tu as toujours eu en toi, ou bien c'est un mix des deux, concernant, on va dire, ton aisance au promo? En général, c'est n'importe qui est capable de bien parler puis de garder mon attention. Si je donne des exemples, c'est vraiment des exemples qui viennent un peu partout. Il y a des combattants comme des Muhammad Ali, comme même Mike Tyson, qui est comme sous-estimé en promo parce que lui, il avait une intensité et une férocité. Il était super crédible. C'était le genre de gars que tu pensais vraiment quand il parlait qu'il allait tuer quelqu'un. Donc, comme Muhammad Ali, Mike Tyson, même des exemples modernes comme Michael Bisping, Chael Sonnen, et même des exemples qui sortent du sport, comme du monde comme Don Cherry, qui des années, il faisait des commentaires sur le hockey.
Du monde comme Kevin O'Leary, que c'est il est dans l'émission Shark Tank ou l'émission Dragon's Den canadien. C'est un Montréalais aussi. C'était une de mes grandes inspirations côté promo, côté parler. Puis c'est lui le premier qui va dire le secret que je dis à tout le monde, c'est tu dois jamais être plate. Personne ne veut voir une entrevue où c'est plate. Où c'est le gars qui est là, il fait le podcast, oui, ça c'est ma carrière, ça c'est mon lutteur préféré, je viens de ce ville-là. Ça c'est plate. Il veut quelqu'un qui est comme imprévisible. Il est comme une bombe qui va peut-être exploser. On sait jamais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il va dire. Tu dois être controversé un peu quand tu fais des entrevues, pas juste mellow, puis tu déranges pas. Moi, je suis quelqu'un qui dérange. Je veux pas que le monde soit indifférent. Ils sont pas divertis par ce que je fais. Et c'est ça. Et même en faisant cette entrevue-là, c'est juste naturel. C'est dans ma caractère. Même si le français, c'est pas ma première langue. Quand tu as Jeremy Prophet en entrevue, on sait jamais qu'est-ce que je vais dire et à quoi s'attendre. Et it's by design. C'est intentionnel que c'est comme ça. Ouais, et t'es aussi, on voit que t'es à l'aise et que t'es aussi extraverti. Dans le son de la voix aussi, tu changes un petit peu le ton de voix, tu sais, pour pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut incorporer dans une promo, par exemple, parce que j'ai déjà vu des promos. Après, attention, moi, je suis très honnête avec moi-même, je ne m'estime pas le meilleur dans les promos. Je suis ok, tu vois, mais quand je vois par exemple des promos où c'est avec un ton un peu monotone et qu'il n'y a pas vraiment des variations dans la voix, ben on arrive moins à se projeter dans la promo et à s'identifier. Et d'ailleurs, justement, si jamais il y a des personnes qui regardent et qui sont vraiment pas trop à l'aise avec les promos, et je voudrais savoir si jamais toi tu aurais des conseils justement à leur partager pour ces personnes-là, pour améliorer leur promo, c'est quoi vraiment les points. On va certainement passer en revue des choses que tu as peut-être citées dans le point précédent, mais si jamais tu as d'autres choses peut-être à ajouter pour améliorer les promos et pour faire en sorte qu'une promo arrive à se faire mieux démarquer qu'une autre promo par exemple. Ben, il y a plusieurs conseils que je pourrais donner. On pourrait quasiment faire un podcast juste sur ça. Mais pour moi, il y a deux éléments qui sont très importants. Juste deux. Premièrement, tu dois attirer l'attention quand même assez vite dans le promo. Parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de médias. Donc, c'est sûr que si quelqu'un voit un promo dans un Reel, sur Instagram ou TikTok, peu importe, tu as peut-être 10 secondes, et ça c'est peut-être même exagéré, tu as quelques secondes à attirer leur attention. Donc, tu dois dire quelque chose de très important qui vont attirer l'attention. L'autre chose, c'est que le promo, ça doit sentir authentique. Ça doit être le plus vrai possible. Et ce que je dis au monde, c'est que dans la lutte, moi, je lance un coup de poing. Je veux que tout le monde dans l'aréna pense que ce coup de poing-là a tué mon adversaire. Que ça soit un coup de poing, un coup de pied, un clothesline, un body slam, je veux qu'ils soient comme « Wow, ça a fait mal. Ça, je veux pas que lui fasse ça à moi. » Tout ce que je fais dans le ring. Que ça soit un chin lock, que j'étrangle le gars. Je veux que tout soit le plus vrai, le plus crédible possible. C'est la même chose avec les promos. Je veux que mes promos sont le plus authentiques possible. Je veux que quand quelqu'un regarde ça, c'est comme « OK, wow, ça c'était personnel. Ça c'est... On va peut-être avoir une vraie bagarre, une vraie bataille entre ces deux-là. Ça c'est pas du fake, là. Ça va être vrai. » C'est ça que je veux dans toutes mes promos. Et c'est facile pour moi de mettre dans la façon de penser pour faire ça, parce que je mets dans ma tête que c'est tout vrai. Je mets dans ma tête que si je lutte contre toi, je dois mettre dans ma tête que je te déteste. Je veux te faire mal. Je veux, si je termine ta carrière, tant pis pour toi. Parce que il y a toi qui est entre moi et mes rêves et ce que je veux de la lutte. Donc, je dois te détruire et détruire tes rêves et peut-être détruire ta qualité de vie pour avoir toutes ces choses-là pour moi. Donc, c'est facile pour moi. Je regarde mon adversaire, c'est de la compétition. C'est tu ou se faire tuer. Donc, c'est sûr que pour vendre le combat,
je dois faire sentir ces mêmes émotions au public qui vont dire wow, je suis derrière Jérémy, je veux qu'il gagne, tu sais, ou qui sont contre moi. Ils sont comme wow, Jérémy, il est allé trop loin. Pour moi, il n'y a pas trop loin. Moi, j'y vais le plus loin possible dans ce que je dis parce que je veux vendre mon combat. Que ce soit que je le vends, que le monde va payer pour me voir se faire taper sa gueule, comme on dit dans le bon québécois, ou le vendre pour que le monde va dire on va être derrière lui puis on espère avec tous nos cœurs qu'il va gagner puis il va accomplir ce qu'il veut faire. Et le plus qu'on peut rendre ça vrai et le plus qu'on peut rendre ça crédible, c'est là où on vend les billets. Les promos, pour toi, c'est 100% improvisé ou bien ça t'arrive parfois, pour certaines situations, d'écrire des promos? Ça, je suis curieux de savoir. Tiens. C'est un mix des deux parce que je sais déjà si je travaillais contre toi, les choses que je dirais. Ouais. Et c'est comme ça, quand je rentre dans un locker room, je regarde le monde qui sont là, puis je suis toujours en train d'avoir ma matériel, de voir les petites choses. Je suis toujours en train de voir c'est quoi les histoires que je peux dire, c'est quoi les phrases, c'est quoi que moi je voudrais voir comme fan si je suis contre telle et telle personne. Donc, je suis toujours en train d'ajouter des choses. Et là, quand c'est le temps de faire un promo, ou peut-être on se trouve dans une situation, on est peut-être plusieurs dans le ring ou plusieurs dans un promo, j'ai pas besoin de prendre le temps de me buster la tête à trouver mes phrases, ma matériel. Là, je peux plus se concentrer sur mes expressions faciales, sur mon langage corporel, sur les petits détails qui vont me faire sortir de l'ordinaire et vendre le combat. Apprenti lutteur, enregistrez bien tout ce qui est en train de se dire là parce que c'est vraiment super important. Et d'ailleurs, pour conclure, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on vient de parler, mais on va dire que il y a un jeune qui vient de voir, un jeune lutteur, apprenti lutteur qui vient de voir. On vient de voir que les aspects promo, tout ça est vraiment très important, mais on va dire, quels autres conseils toi tu donnerais à ce genre de lutteur pour pouvoir gérer sa carrière de la meilleure des manières et de pouvoir, on va dire, se faire remarquer? Oui, c'est ce que j'ai dit avant. Il y a 3 choses qui sont dans ta contrôle. Ouais. Ton apparence. Donc, travaille ton physique. Travaille ton costume de lutte, ton gear d'entrée, ce que tu portes dans le ring. Tout ce qui va te faire remarquer. Regarde, c'est pas tout le monde qui a des beaux muscles et des choses comme ça. Donc, tu sais, si t'as pas un corps qui est spectaculaire, lutte pas en bobette. Ouais. Trouve-toi quelque chose. Trouve-toi un suit de Spider-Man jusqu'à temps que tu te mets en forme. Et là, peut-être, tu peux lutter dans des têtes ou des choses de même. Tu dois vendre ton personnage. Et des fois, il y a du monde, oui, ils ont des belles physiques. Donc, montre ça, parce que c'est vendeur. Mais si tu n'as pas la physique, trouve-toi un gimmick qui fit avec ce que tu fais. Si tu as l'air d'un gros jambon, un gros BS, fais un personnage de gros BS. Parce que le physique, enfin, on va dire notre physique de manière générale, dans la lutte, c'est notre outil de travail. C'est ce qui va nous faire démarquer. Et aussi, tu es beaucoup plus crédible quand tu as un lutteur qui a un physique qu'un lutteur qui n'a pas de physique. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a donné envie de m'inscrire au gym. Parce que quand j'étais adolescent et que je regardais la lutte, je voyais des John Cena, je voyais des Batista, je voyais tout ce genre de monstres. Et je me dis, si je veux faire de la lutte, il faut que j'aille au gym et me développer physiquement. Parce que sinon, je ne vais pas avoir l'air crédible et d'un lutteur crédible. Donc, ça j'en avais déjà parlé aussi dans certaines vidéos que j'avais déjà postées auparavant, mais aussi dans certains podcasts. Mais je le reprécise encore ici aujourd'hui, le physique, c'est vraiment une chose qu'il faut miser dessus. Après, il n'y a pas uniquement que ça, mais c'est justement ce qu'on va voir avec toi, Jérémy, pour les points suivants. Oui, absolument, parce que le physique, c'est la première chose que le monde y voit. Et même pas le jour du spectacle. C'est ton image sur un poster, dans un centre d'achat, avec le monsieur, madame qui a peut-être jamais vu la lutte, puis s'il voit ça, puis il dit « Wow! Lui, je veux le voir. » Là, déjà, t'es vendeur. T'as même pas besoin d'être bon lutteur. Mais, s'il vient au spectacle parce qu'ils t'ont vu sur le poster, puis là, c'est temps pour ton combat,
et tu luttes, et tu es un bon lutteur, et tu sais ce que tu fais dans le ring, et là, il te donne le micro, et tu es capable de faire un bon promo, là, tu vas être la lutteur favori de cette personne-là, ils vont venir te voir tout le temps, et là, tu fais de l'argent pour la compagnie continuelle. Donc, c'est pour ça que les choses qui sont dans notre contrôle, ça doit être à sa meilleure. Tu veux pas être la personne que le monde voit. Oui, il y a une belle shape. OK, wow, j'ai hâte de le voir. Puis là, c'est le temps du combat, puis c'est plat. Là, ça va être le contraire. Ça va être comme un catfish. Et c'est ça. Souvent, je vois du monde qui... parce que c'est mon ami, et je suis quelqu'un qui aime nommer les noms, je vais dire cette histoire. Puis je la dis avec certaines réservations. Mais il y avait un spectacle de IWS où je luttais dans le temps que j'ai commencé le gimmick de Black Dynamite. C'était un gimmick pour moi, c'était un mélange de Floyd Mayweather et Mike Tyson dans un. C'était un combattant MMA, juste un monstre. Puis j'ai amené du monde voir le show pour la première fois. Ils m'ont jamais vu lutter. Ils sont venus voir le show. Puis dans la finale, c'était un 3 contre 3, mais c'était le retour de Sexy Eddie. Sexy Eddie, c'est un de mes meilleurs amis dans la lutte. On a fait facilement une trentaine de combats ensemble. Je l'ai eu d'ailleurs dans le dernier podcast, je l'ai eu comme invité, ça a été aussi un épisode ok. incroyable. J'espère qu'il a dit des bonnes choses de moi si on est tombé sur le sujet. Je pense, tu sais quoi, je vais t'envoyer le lien juste après, comme ça. Je vais le regarder. En tout cas, Eddie, il faisait son grand retour dans la finale. Puis mes amis qui venaient voir le show sont comme, on est dehors, sont dans la file d'attente. Ils sont comme, tout le monde est en train de parler de Sexy Eddie, comment ils ont hâte de le voir, tu sais. Puis je suis comme, OK, cool, oui, c'est un de mes amis, tu vas pas être déçu. Puis après le show, on est tous sortis manger ensemble. Puis je dis, qu'est-ce que tu avais pensé du show? Puis ils ont dit, Sexy Eddie, j'étais pas mal déçu. Tu sais, tout le monde parlait de lui comme, oui, il est sexy, il est beau. Tu sais, je m'attendais à un genre de Channing Tatum, de Magic Mike. Tu sais, okay. Je m'attendais au moins s'il est pas beau, il soit quand même en forme. Puis non, il avait l'air vieux, ordinaire. Puis il était comme correct comme lutteur, mais on s'attendait qu'il soit un très bon lutteur parce que la hype était là. Donc, c'est pour ça que je dis que... Et je me permets de dire ça d'Eddie comme c'est un de mes meilleurs amis. Mais c'est ça. Moi, je m'attends pas à catficher du monde dans la lutte. Je suis aussi bon que j'ai de l'air. Et c'est ça. C'est l'importance d'avoir cette crédibilité, de non seulement être quelque chose de spectaculaire visuellement, mais d'être capable de livrer ça. Parce que, on s'entend, il y a certains lutteurs qui sont nés avec des bonnes génétiques. Ils viennent de d'autres sports peut-être, puis ils ont des beaux corps, puis ils sont spectaculaires côté apparence. Mais la partie lutte, ça, t'es pas né avec une habileté de lutte naturelle. Tu dois travailler sur ça. Donc, moi, je me suis jamais contenté d'être juste quelqu'un qui paraît beau, puis j'ai pas besoin de rien faire d'autre. Non, avec moi, tu vas avoir l'apparence, tu vas avoir l'agilité, tu vas avoir la violence, surtout la violence, et tu vas avoir le divertissement, tu vas avoir l'entertainment. Moi, je ne suis pas Lex Luger, mais je prendrais le nom de Total Package parce que j'en donne tout. Et contre n'importe quel style d'adversaire. Le Total Package, exactement. Ben, c'est un beau mot pour, on va dire, clôturer toute la conversation qu'on a eue. Et d'ailleurs, ça va nous mener tranquillement vers la fin parce que je pense avoir fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. D'ailleurs, si jamais il y a peut-être une autre chose que tu voudrais ajouter, peut-être qu'on n'a pas parlé ou quelque chose en particulier que tu voudrais ajouter, n'hésite pas à le laisser savoir. Et à part de ça, après, je vais partager tes réseaux sociaux. Oui, d'ailleurs, tes réseaux sociaux, je vais faire en sorte de les mettre en bas dans la description, mais je vais te laisser aussi les citer. Comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Oui, non, c'est vraiment juste ça. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de fierté dans la lutte. Donc, peu importe, moi, je me suis jamais fié à ce que le monde pense de moi. Si le monde m'aime, tant mieux. Si le monde m'aime pas, c'est correct. Dans la vie, c'est sûr que personne est universellement aimé. Et si tu veux avoir
disons, 1 million d'amis, tu dois être prêt à avoir au moins 100 000 personnes qui vont te détester. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime déranger. Et je trouve que dans la lutte, c'est mieux de te faire détester pour essayer de te mettre en valeur que de passer inaperçu en essayant de plaire à tout le monde. Donc, je pense que ça, c'est la phrase qui fait comprendre l'expérience de Jeremy Prophet en général. Mais ça vient d'une place où je suis très passionné pour le business de la lutte. Vraiment, à chaque matin que je me réveille, la première pensée, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avancer ma carrière plus. Donc, je suis prêt à tout défi, je suis prêt à travailler le plus fort possible parce que j'aime le sport de la lutte. C'est vraiment un amour intense. Et, on le voit que tu es quelqu'un de passionné, juste de la manière dont t'en parles et par rapport aussi à tout au sujet qu'on a abordé, que ce soit ici dans le podcast, mais aussi en dehors de ce podcast et en privé qu'on a déjà pu parler, on voit que tu es investi dans cette discipline. Oui, absolument. Pour moi, la lutte, c'est la meilleure chose en existence. Y a plein de monde, quand je fais des podcasts, ils me demandent qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais à part la lutte? Je suis comme, ma vie, ça revolve autour de la lutte. Là. C'est la chose que j'aime le plus. Je suis all-in dans la lutte. Puis, je suis pas peur du travail, je suis pas peur de la négatif qui vient avec la lutte. Puis ça serait un autre dernier conseil que je donne aux lutteurs qui veulent avoir une longue, belle carrière dans la lutte. C'est, n'ayez pas peur de la négatif. Parce que c'est sûr que tu vas attirer de la négative si tu fais quelque chose de bien. C'est sûr que tu vas attirer de la jalousie si tu fais quelque chose de bien. C'est même, tu as besoin d'avoir ça. Tu as besoin que le monde soit jaloux de toi. Tu as besoin que le monde t'haïsse si tu es en train de faire la bonne chose. Parce que c'est juste du monde qui vont dire, j'aimerais que ça soit moi. Mais ces personnes-là ne sont pas prêtes à travailler pour avoir ce même niveau de talent ou sont pas prêtes à aller à la même place difficile. Parce que la lutte, c'est autant difficile physiquement, mais mentalement aussi. Puis ils sont pas prêts à endurer. Ils n'ont pas la même constitution pour être capables d'endurer la partie difficile. Parce que la lutte, c'est les deux extrêmes. C'est des moments incroyables, des sentiments extraordinaires, et c'est le pire des pires. Donc, tu dois être capable d'endurer les deux pour être capable d'avoir le succès que tu veux. Donc, laisse-toi pas décourager et travailler fort et savoir que la lutte, ça va amener des highs et des lows. Mais si tu restes constant, il va y avoir plus de highs le plus long que tu restes avec ça. Ouais, c'est beaucoup de montagnes russes, la lutte. C'est jamais une autoroute avec la même vitesse. Parfois, ça va vite, des fois, ça va moins vite. Mais on doit pouvoir s'adapter à ça. Ouais. Et que ce soit dans la lutte, en dehors de la lutte, il y aura toujours des gens qui vont être négatifs. Il y a des gens qui vont être positifs et qui vont nous pousser vers l'avant. Et ça, je pense que c'est juste, au final, une leçon de vie. On peut dire... pour conclure ce podcast. Ouais. Et écoute, Jérémy, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ce moment avec moi. Je l'ai mentionné juste avant, mais je vais mettre tes réseaux sociaux dans la description. D'ailleurs, on peut te suivre sur... est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel tu es plus actif ou bien sur tous les réseaux de manière générale? J'essaie d'être actif sur tous les réseaux. Sur Twitter, tu peux me trouver... en commercial, Jeremy Prophet, Jeremy-Prophet. Sur Instagram, il y a The Real Jeremy Prophet. Puis sur Facebook, sur mon vrai nom, Jeremy Barnoff, ou sur mon page de Jeremy Prophet. Je suis actif sur tous les réseaux sociaux. À part le TikTok, je ne sais pas si c'est rendu légal, illégal, je m'en fous. En tout cas, s'il veut me booker au Chine, peut-être que je vais considérer utiliser TikTok. Sinon, je m'en fous. Mais c'est ça. Et aussi, je ne peux pas oublier ma propre podcast. On est en train de faire notre prochaine saison, Jofo in the Ring. Ça, c'est J-O-F-O in the Ring sur YouTube, où on a plein d'entrevues comme ça, avec des lutteurs de tout niveau. Des lutteurs indépendants jusqu'à des légendes, des temples de la renommée de la lutte. Donc, vous pouvez me trouver là aussi.
Et surtout, vous pouvez me trouver dans des rings partout au Canada et en espérant que ça va m'amener peut-être en Europe, mais surtout en Japon et en Mexique dans un proche avenir. C'est tout le mal que je te souhaite, en tout cas. Et Ouais. donc, je vais noter tout ça et mettre ça dans la description. Bah, tu m'enverras ça en privé et j'irai ajouter tout ça. Concernant les personnes qui vont regarder ce podcast, ben merci déjà premièrement d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à laisser vos avis en bas dans les commentaires, mais aussi bien entendu de vous abonner. Et quant à moi, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo.